Trigger warning, cet épisode aborde des thèmes incluant des violences physiques, psychologiques et des références au suicide. Si ces sujets peuvent vous affecter, n'hésitez pas à passer votre tour si nécessaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue sur le podcast Le Club des Imparfaits. Tu vois ces soirées où entre deux verres, on se raconte des anecdotes qui font pleurer de rire ou qui serrent le cœur. Ce podcast, c'est exactement ça. Ils ou elles partagent leurs histoires, leurs fous rires, leurs moments de doute, comme on le ferait avec un ami qui nous comprend. Bienvenue sur le Club des Imparfaits, là où on rate, on rit et où on recommence. Pour cet épisode, je reçois David, qui a un nom d'emprunt, parce que tu ne souhaites pas témoigner à visage découvert. Salut David, comment tu vas ? Salut, ça va. Pour les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, alors étudiant en psycho, j'ai 28 ans, je viens du Jura, et ça fait maintenant environ 7 ans que je suis sur Lyon. Ok. Voilà. Très bien. Merci d'avoir accepté d'échanger aujourd'hui au micro du Club des Imparfaits. Pour débuter l'épisode, je te propose de répondre à une petite série de questions. Si tu devais décrire ta personnalité en utilisant uniquement des emojis, ce seraient lesquels ? Uniquement des emojis, je dirais le smiley qui regarde en l'air. Ok. Un peu saoulé ? Non, plutôt dans la réflexion et dans le doute surtout. Ok. Qui réfléchit pas mal. Celui aussi où on voit beaucoup les dents en mode gêné. Les petits yeux, voilà. Un peu cringé. Et qui se marre parce que j'ai pas mal d'humour, parfois un peu bizarre et voilà. Ok, très bien. Si je devais te découvrir autour d'un plat, ce serait lequel ? Autour d'un plat. Honnêtement, je pense à pizza. Ok. Parce que, je sais pas, une pizza, ça passe toujours bien, que ce soit une ambiance sérieuse ou une ambiance amie. Un truc très convivial, quoi. Voilà, ouais. Ok. Autour d'une musique ? Une musique, très bonne question. Honnêtement, je sais pas trop. Bon, je vais juste te dire ma musique préf au pire. Ouais, carrément. C'est simple. Peace of Mind de Imagine Dragons. Ok. Voilà. Ouais, ils sont souvent cités, ceux-là. Ouais. On les a sortis déjà pas mal de fois, Imagine Dragons. Ça passe toujours bien, ouais. Même si j'ai pas mal le seum parce qu'ils sont passés plusieurs fois à Lyon, j'ai jamais pu encore les voir. Ok. Ouais, puis il y a tout un lore autour de la santé mentale, je crois. Oui. Dans le dernier épisode, Camille en avait parlé justement. Ouais. Très bien. En soirée, tu serais plutôt karaoké endiablé, débat à minuit ou grande tablée à la cool ? Ça dépendrait de mon mood. Peut-être débat, parce qu'à minuit, c'est là où on peut creuser un peu les sujets, quoi, ambiance un peu deep. Ou sinon, vraiment à la cool, chill. Ouais, un truc pas prise de tête, quoi. Ouais. Ok. Si ton entourage devait te décrire avec 2-3 adjectifs, je pense qu'il te décrirait comment ? Introverti, ça c'est sûr. Ok. Rigolo et plutôt anxieux, ouais. Ok. Peut-être anxieux en premier même. Anxieux en premier ? Ouais. Ok, ça marche. Comme on est sur le podcast Le Club des Imparfaits, mon cher David, si tu devais résumer ta relation avec l'imperfection en une phrase, ce serait quoi ? C'est compliqué en une phrase. Ouais, mais comment tu décrirais l'imperfection ? Comment toi tu t'abordes cette notion-là d'imperfection ? Je dirais que c'est déjà un rapport à la société, dans le sens où la société et même notre environnement en général ont des attentes. Et l'imperfection, du coup, c'est ne pas répondre aux attentes, que ce soit de beaucoup ou de pas beaucoup. Des choses à porter, quoi. Ne pas rentrer dans le moule. Exactement. Ok. Et tu te sens plutôt à l'aise avec le fait de pas forcément rentrer dans le moule, ou est-ce que c'est un truc au quotidien qui te mine un petit peu ? Alors j'ai mis des années quand même à accepter le fait de pas rentrer dans le moule et de me dire je suis comme je suis en fait et basta. Là aujourd'hui je dirais que j'en ai rien à foutre. Enfin, en tout cas, c'est franco. J'essaie d'en avoir rien à foutre, même si j'y pense quand même et que on nous rappelle tous les jours qu'il faut bosser, qu'il faut faire ci, qu'il faut cotiser, la retraite, machin, on entend tous les jours. Mais qu'en soi, y a aussi un ras-le-bol et que chacun est comme il est et puis voilà quoi, c'est tout. Ok, très bien, merci. Le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, c'est les familles dysfonctionnelles. Toi, David, comment tu définirais ta relation avec ta famille ? En un mot, chaotique. Ok, c'est parfait pour le thème. On est pile dans le thème, du coup. Moi, il y a juste quelques faits que je vais sortir avant qu'on débute l'épisode. C'est selon l'OMS de 2024, dans le monde, on a un enfant sur 5 qui subit des violences psychologiques ou physiques au sein de sa famille. On a les dysfonctionnements familiaux, donc les addictions, les négligences, les conflits, sont un facteur de risque majeur pour les troubles anxieux, dans 40% des cas, et la dépression, c'est 35% des cas chez les adultes. Les enfants exposés dans des conflits familiaux chroniques ont 2 fois
fois plus de risques de développer des troubles du comportement à l'âge adulte. Est-ce que ça, c'est des choses que toi, tu savais ou pas Que forcément? je savais, non, mais ça m'étonne pas trop. Ok, étant donné que tu étudies la psychologie. Exactement. Mon cher David, je te propose qu'on fasse un petit bond dans le passé pour s'intéresser un petit peu à ton enfance et mieux comprendre ta dynamique familiale avant de revenir un peu dans le présent et comment tu abordes aujourd'hui la notion de famille dysfonctionnelle. Quand tu repenses à ton enfance, est-ce qu'il y a un moment précis où tu as réalisé que ta famille elle fonctionnait différemment des autres? Un détail, une scène ou une émotion qui t'a marqué particulièrement? Alors honnêtement, là où j'ai commencé à percuter que des choses étaient un peu bizarres, c'est Ouais. plus préadolescence. Ok. Juste, Avant ça, c'était pas, t'avais pas trop de Ouais. notion de. j'étais dans mon monde, enfin vraiment j'étais à fond dans Pokémon, Yu-Gi-Oh, genre de trucs, les Mhm. jeux vidéo. On était ensemble. Voilà, j'étais dans ma bulle et je pense maintenant que c'était juste un moyen défensif, tu vois, de me mettre dans ma bulle et Mhm. pas trop penser à ce qu'il y a autour. Ok. Et que je l'ai fait malgré moi. Enfin, c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais comme si je l'avais senti déjà petit, mais que je l'avais pas vraiment conscientisé, tu vois. Honnêtement, maintenant, je me dis que sans les jeux vidéo, je sais pas dans quel état j'aurais été, quoi. Parce qu'il se passait Ok. tellement de trucs des plus bizarres, violents, etc., que je me dis heureusement que il y a Que eu t'avais les jeux. Ouais, surtout Pokémon, quoi. Surtout Pokémon. Ouais. T'avais joué à Pokémon Go? Ouais, un petit temps, puis après j'ai décroché. Mais enfin, j'aimais bien l'idée de découvrir la vie, etc. Ouais. Puis après, petite flemme, quoi. Enfin, Ok. fallait sortir chez soi. Oui, carrément. Ok. Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu as senti que ce que tu vivais à la maison, c'était pas normal, même si tu savais pas encore le nommer, plus jeune, étant enfant, tu avais déjà un peu ce ressenti-là de ce qui se passe à la maison, c'est pas forcément la réalité d'autres gens que tu côtoyais, d'autres enfants que tu côtoyais à cette époque-là? Carrément. Bah, l'exemple qui me vient en tête, quand j'étais petit, je faisais du foot. Ouais. Et j'étais content quand mon père ne venait pas parce que Ok. quand il était là, en fait, il se mettait à me hurler dessus. Ouais, faut faire comme ci, faut faire comme ça, dépêche-toi, t'es nul. Et des choses plus ou moins trash selon son mood, on va dire. Et du coup, j'étais vraiment extrêmement content quand il venait pas parce que ça me rajoutait une pression et que je me rappelle qu'une fois, il m'avait tellement hurlé dessus que j'avais pleuré. Et mon coach l'avait foutu dehors du terrain parce que j'étais tétanisé, quoi. Ça, c'était quand tu étais vraiment petit, c'était avant l'adolescence, ça, du coup? Ouais. J'ai arrêté le foot vers 11-12 ans, je crois. Oui, Ok. 12 ans, voilà, j'étais à peu près en cinquième. Enfin, il s'est passé plein de choses aussi en même temps. Le divorce de mes parents, où j'étais plutôt content vu ce qui se passait. Ça m'a dégoûté quand même du foot. Ok, en France, ça pose déjà un peu les bases du thème d'aujourd'hui. Est-ce qu'on t'a déjà dit des phrases un peu comme c'est comme ça dans toutes les familles, arrête de dramatiser, t'es trop sensible, quand t'essayais justement d'exprimer ce que tu ressentais? À ce moment-là, comment toi tu réagissais? Oui, au niveau de la sensibilité, pas mal. En tout cas, maintenant, je pense et je me considère plutôt comme hypersensible, où en termes d'émotions, je vais les ressentir de manière extrêmement forte. Ok. Et quand j'étais petit, dès que je rencontrais quelqu'un que je connaissais pas ou je ressentais quelque chose, j'étais tout rouge. Ok. Je devenais tout rouge tout le temps. J'avais extrêmement de mal à parler. J'étais très 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 timide. Et ça s'est calmé un petit peu en grandissant, mais encore aujourd'hui, quand même compliqué. Quand j'étais petit aussi, on me contredisait dans mes émotions. On me disait oh mais faut pas avoir peur. Oh mais faut pas te mettre en colère. Faut pas ressentir telle chose. Surtout la colère où je me mets seulement maintenant à la ressentir et je dois me débrouiller à la gérer. Parce que il fallait surtout pas parler de ce qui n'allait pas, surtout pas se mettre en colère, comme si il y avait un espèce de voile, tu vois, qu'on mettait par-dessus. Du coup, c'est en grandissant, en se faisant suivre psychologiquement, qu'il y a plein de choses en fait qui se remettent en place et que je me mets à redécouvrir comme si j'étais un enfant, tu vois. Ouais. C'était complètement inhibé chez toi, cette émotion, la colère en particulier à ce moment-là, quoi. Ouais, exactement, ouais. Ok. Ouais, justement, j'allais te poser la question, mais tu y as répondu du coup. Et tu as déjà eu la sensation de jouer un rôle dans des situations, notamment sociales, tu sais, avec des copains de classe, les anniversaires, etc., pour cacher un petit peu ce qui se passait chez toi? Est-ce que tu sentais que tu devais un peu faire semblant comme si tout allait bien, alors que finalement, quand tu étais chez toi, bon, c'était pas... Ouais, plein de fois. Où je faisais mine de... Enfin, comme tu disais, de faire comme si tout allait bien ou de cacher mes émotions, enfin en tout cas mes vraies émotions, comme si je portais un masque, en fait. Au point de mouler aux autres, tu vois, de m'adapter aux autres. Ah, tu te suradaptais du coup? Ouais. En compensation
Ouais, c'est Ok. ça. Produisait un peu ce qui se passait chez moi, tu vois. Je me suis réadapté aussi à mon environnement. Ouais. Et je me suis réadapté aux autres, au point d'avoir, tu vois, l'expression vaut mieux être seul Que mal accompagné. Bah, le contraire, vaut mieux être mal accompagné que seul. Ok. Du coup, Ah oui. je me suis réadapté aux autres, même si c'était toxique, Ouais. au point de m'ignorer moi-même. Ok. vois. Tu conscientisais à ce moment-là que tu te mettais de côté pour faire plaisir aux autres ou pas encore? Non, à ce pas moment-là encore. C'est seulement avec les années de suivi psycho que là où il y a plein de choses qui émergent et que je me redécouvre moi-même. Et est-ce que à cette époque-là, est-ce que tu avais un refuge, type un lieu, une personne, une activité, un objet qui te permettait un peu d'échapper mentalement ou physiquement à ton environnement familial? Honnêtement, les jeux vidéo. Ouais, c'était C'est à balle les jeux vidéo. tout le temps, ouais, Ouais. petit et même ado. Après, ça a toujours été autour des jeux vidéo, mais j'avais certains amis qui jouaient pas mal et du coup, j'allais chez eux. De temps en temps, mes grands-parents, mais ça participait au chaos familial, du coup, je m'en suis petit à petit échappé, on va dire. C'était vraiment les jeux vidéo, quoi. Donc vraiment, ta strat pour gérer tout l'aspect Ouais. stress, anxiété, c'était vraiment à fond les jeux vidéo. Ouais. Ça te Ouais, permettait d'aller dans un autre univers et limite de pas avoir de lien avec la réalité, tu dirais. Ouais, c'est ça, ouais, totalement. Ok, très bien. Bah, écoute, ça pose déjà les bases du passé. Non, mais en vrai, c'est hyper intéressant. Et je pense que ça pourra parler à plusieurs des auditeurs, auditrices. Suite à ce bond dans le passé, moi, je te propose qu'on explore un peu les dysfonctionnements familiaux qui, aujourd'hui, influencent du coup, ta personnalité, ta relation à toi, aux autres, ta santé mentale et notamment face aux attentes sociales de réussite et de normalité. Première question, aujourd'hui, est-ce que tu as une peur ou une angoisse liée à ton enfance et à ton environnement familial qui t'a marqué? Oui. Peur de l'abandon, Oui. la honte de pas être à la hauteur, reproduire les schémas de tes parents, etc. Ouais, bah tu vois, il y a deux choses. La rencontre avec l'autre, où vraiment Ok. le lien à l'autre, la rencontre, c'est très compliqué, où je suis extrêmement méfiant dans l'hypervigilance, partir du principe que l'autre me veut du mal, ce genre de choses. Et une fois que je me suis attaché ou que j'ai baissé ma méfiance, l'angoisse d'abandon, tu vois. Ok. Autant dans le pan social, amical que amoureux, que Ouais, travail, etc. Quoi. Dans tous les pans. Ouais, surtout amoureux, j'ai découvert que aussi amicalement. Ok, ça marche. Et tu l'as découvert à peu près à quelle époque Récemment, enfin vraiment... En tant que jeune adulte? Ouais. Et tu l'avais pas encore conscientisé quand tu étais enfant et adolescent du coup? Non, ouais, c'est ça. Ok. Et ça a été quoi le déclencheur de cette prise de conscience? Suivi psycho, et quand les choses auxquelles tu ne t'attendais pas t'arrivent, ou ça te fait plus réfléchir que tu l'aurais cru et tu te rends compte de certaines choses. Ok. Je me permets juste de rebondir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'hypersensibilité. Pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, c'est un diagnostic qui est posé normalement via un psychologue. Enfin, tu me diras si c'est le cas ou pas du coup. Comme t'en parlais, du coup je t'ai pas demandé si tu avais été diagnostiqué ou pas, mais du coup, toi, tu sens que tu as une sensibilité qui est très forte, mais t'as pas forcément été diagnostiqué par un professionnel de santé, du coup. Ouais, c'est ça. Bah après, tout ce qui est diagnostic, c'est plus les psychiatres, ce qui est Oui, c'est médecin, vrai. tu vois. Oui, psychiatre plutôt que psychologue. Après, on va dire qu'on s'en doute, quoi. Enfin, tout dépend de l'orientation du psy, mais généralement, on s'en doute quand même pas mal. Ok. Et non, j'ai pas de diagnostic, mais au vu de la manière dont je réagis et ce que j'ai pu lire dessus, je pense que je suis plutôt dedans, quoi. Oui, puis en plus, tu étudies la psychologie, donc t'es pas non plus la personne lambda qui s'autodiague. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, pour le rappeler, tu dis la psychologie. Dans un monde qui idéalise les familles parfaites, dans les réseaux sociaux, dans les films, au niveau des injonctions, est-ce que tu as déjà senti que ton histoire familiale était perçue comme un problème ou une tare? Si oui, dans quel contexte en particulier? Alors, c'est assez bizarre parce que on va dire que je savais pas trop que ça n'allait pas. Et du coup, quand dans telle famille, le peu de choses qui n'allaient pas, c'est là où je me disais que chez moi, c'était pas comme ça. Tu vois, c'est seulement sur ce versant-là. Ok. Mais tout ce qui allait bien autour, je parle des familles parfaites, Ouais. et c'est comme si je m'en foutais, tu vois. Ok. Quand j'y repense, c'est quand même assez bizarre comme fonctionnement. Mais Oui, bah non, après on fonctionne tous différemment. Il n'y a pas de bon mauvais fonctionnement. Du coup, par rapport à ça, t'as déjà culpabilisé et t'as déjà eu honte de ton schéma familial, j'imagine. Ah oui, encore aujourd'hui. On choisit pas sa famille, enfin, genre on choisit ses amis, pas sa famille, et je trouve que c'est particulièrement... Heureusement, malheureusement, du coup. Oui, voilà, c'est Pour, ça. chaque Mais oui, situation.
surtout que plein de secrets familiaux, violence, tout ce qui va autour, que ce soit physique ou psychologique. Donc oui, c'est pour ça que malheureusement je me suis écarté de pas mal de membres de ma famille. Et voilà, mais faut faire avec. Et aujourd'hui, comment tu gères, parce que là du coup tu dis que tu t'es éloigné des membres de ta famille. Aujourd'hui, ça veut dire que c'est un combat, entre guillemets, un combat qui est encore actuel, du coup, dans ta vie de jeune adulte? Bah oui, parce que on va dire que de manière générale, on peut se reposer sur ses parents, sur certaines choses, quand on rentre dans la vie pro ou quand on commence à être un peu indépendant, plus qu'à l'adolescence, genre vraiment on s'installe avec un studio, etc. Et bah dans mon cas, je devais la plupart du temps me débrouiller tout seul, ni me reposer sur ma mère, parce que ma mère était, on va dire, incompétente. Enfin, en tout cas, que ce soit conscient ou pas, mais c'est moi qui faisais ces trucs administratifs. Okay. Comme si ça s'inversait, tu vois, comme si moi j'étais son père. Ouais, ou, tu prenais la place du parent et puis ouais. ton parent à toi, du coup, prend la place de l'enfant. Ouais, bah c'est ça. Ensuite, avec mon père, notre lien était assez compliqué encore aujourd'hui. Du coup, on se parle plus du tout. Ma mère, je lui parle un petit peu, mais je m'en écarte aussi. Du coup, c'est comme si je découvrais, en tant que jeune adulte, la vraie vie, tu vois. Ouais. Sans avoir de base ou forcément d'étayage, et que j'apprenais sur le tas. Ouais. Vraiment. T'as pas de formation ou quoi, juste tu te démerdes Oui, parce que déjà, quand en normal, on navigue un peu tous un peu à l'aveugle à travers la vie. Et toi, en plus de ça, t'as dû prendre la place d'un adulte quand t'étais plus jeune. Et maintenant, aujourd'hui, en tant qu'adulte, du coup, là, t'es vraiment... c'est tout nouveau. Enfin, t'as un fonctionnement qui est... Enfin, tu dois tout réapprendre, quoi, grosso modo. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Puis, faut essayer de bien s'entourer aussi. Ou quand le fonctionnement est inversé, on a vite tendance, en tout cas, dans mon cas, à avoir une espèce de syndrome du sauveur, où tu veux aider un peu tout le monde. Donc, quand tu vois quelqu'un qui est en détresse, tu vas l'aider, tu vas t'oublier. Et du coup, ça fait un schéma et un cercle hyper vicieux, et ça te tire vers le bas plutôt que d'avancer, etc. Et tu découvres rien du tout, tu restes dans ce que tu connais, et c'est un combat permanent. Oui, j'allais te poser la question juste après, c'était si tu avais l'impression de devoir réparer ou compenser ton enfance en étant parfait, ultra performant à l'âge adulte. Là, du coup, tu viens de parler du syndrome du sauveur. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses là en tant qu'adulte où tu te dis des traits de personnalité que tu as maintenant aujourd'hui parce que tu compenses un peu de ce dont tu as manqué plus jeune? C'est pas vraiment un manque, c'est plus... je suis parti du principe que j'ai quasiment... Enfin, peut-être pas tout, mais j'ai vu pas mal de choses dans ma famille qu'il ne fallait surtout pas reproduire. Et du coup, une fois que j'ai percuté à peu près le fonctionnement, je me bats en fait pour ne pas du tout reproduire. Ouais. Les choses et pas m'entourer de personnes toxiques, mais c'est extrêmement difficile quand t'as le mélange méfiance, toxicité, enfin tu vois, tu te méfies un peu de tout et n'importe quoi. Ouais, et puis aujourd'hui on utilise beaucoup le mot toxique un peu à tout va, enfin c'est un peu un mot fourre-tout, quoi. Oui, là c'est ça, et du coup c'est extrêmement compliqué de se découvrir les autres, transformer les choses pour que ce soit un peu plus sain. Tu vois. Je pense que tu es sur la bonne voie en tout cas maintenant, ou est-ce que c'est encore un peu, t'as certains moments où tu luttes encore un peu avec quelques travers que tu pouvais avoir peut-être plus jeune, notamment tu vois de laisser peut-être entrer des gens qui sont pas forcément faits pour toi. Après ça on peut jamais vraiment le savoir dès le départ, mais... Ouais, ça c'est encore très récent. Je m'en rends compte de plus en plus en fait, on va dire ça. Après bon, il y a toujours le droit à l'erreur. Ça demande énormément d'efforts par contre. Ouais, de s'en rendre compte et de lâcher un peu de mou, tu vois, pour tolérer aussi et pas tout mélanger et se dire que tout le monde est toxique parce qu'il fait tel comportement. Et non, enfin, ça dépend de la situation, de la personne, et que voilà, genre, faut laisser aussi sa chance, faire attention sans trop être psychorigide. Oui, tu as une manière de fonctionner qui est une réponse au traumatisme que tu as eu plus jeune. Et d'un autre côté, il y a aussi le truc de pour avoir des gens un peu nouveaux dans ta vie, il faut quand même laisser un peu l'opportunité aussi, quoi. Ouais, donc c'est ça. Pas simple. Mais justement, tu vois, par rapport à ces traumatismes, comment tu fais la différence aujourd'hui entre toi, la personne que tu es aujourd'hui, là, actuellement parce que tu vois, souvent, quand tu as vécu des traumas dans une famille dysfonctionnelle, on peut un peu associer, tu vois, les traits comme l'anxiété, la dépression, les difficultés relationnelles à ça. Toi, les traits de personnalité que tu as aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il y a des traits qui sont principalement dus à tes traumas, ou est-ce que tu as des traits, toi, sans parler des traumas et en le mettant de côté, est-ce que toi tu as des traits de personnalité qui sont comme ça parce que c'est juste que tu es comme ça? Ah oui, genre, oui, entre genre l'inné et l'acquis.
un peu. Ouais. Ouais. Ouais, ma question, elle était un peu... Je vois. Même moi, je me suis un peu perdu à un moment donné. Il y a un peu des deux, hein, honnêtement. Ouais. Mais j'avoue que j'ai bien reçu. Je vais dire ça comme ça. Je pense que le trait anxieux, de manière générale, c'est une de mes caractéristiques. Après, ce que j'ai pu vivre n'a rien arrangé. Ça a même accentué, mais parce qu'il y a différents degrés. Je pense que le fait d'être anxieux, c'était bien là. L'introversion aussi. Enfin, en tout cas, je pense que j'aurais pu être introverti, pas trop. Enfin, tu vois, genre pas au point d'être inhibé dans mon monde, etc. Juste crains un petit peu les autres, mais c'est pas si compliqué que ça d'aller vers les autres. Tu penses que l'introversion, elle est accentuée par les traumatismes que tu as vécu Ouais. Et pareil pour l'anxiété, etc. Peut-être tu peux être de base anxieux, mais que ce soit un peu plus décuplé par les traumatismes que tu as eu. Oui, voilà. Enfin, l'image qui me vient, c'est comme si j'étais une taupe un peu, que je montrais ma tête pour voir ce qui se passait, et bim, trauma, tu vois. Et du coup, on me renfonce dans le comme trou. le Pokémon, là, je sais plus comment il s'appelle. Topiqueur. Ouais, Topiqueur. Ouais, voilà. Ok. Et le perfectionnisme aussi. C'est comme si je voulais toujours faire au mieux. Enfin, dépasser mes limites, parfois même en me rendant malade au point de vouloir être parfait, plus. Enfin, quand je vois à la fac j'avais des dossiers à faire, vraiment je dépassais mes limites au point de pas dormir, de pas manger, de m'empêcher d'aller aux toilettes tellement je veux finir mon truc. Ouais, t'es focus sur un sujet, tu veux le finir. Ouais. Bienvenue au club. On est dans le même bateau. Voilà. Ouais, t'as une fixette sur un sujet et t'as envie de terminer ce sujet avant de passer à autre chose. Ouais. Puis du coup, ça c'est assez compartimenté, quoi. Ça renvoie aux attentes et tout. Enfin, du coup, ça renvoie aux attentes de base, mais aussi nos exigences, tu vois. Et le mélange des deux, c'est compliqué. Et ça, tu le vis mal aujourd'hui, fait de notamment le côté perfection, que tu as envie de finir les choses, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu vis mal ou c'est quelque chose qui est moteur justement de pouvoir avancer et de... Un peu des deux. Parfois, je m'en rends compte et je me dis, bon, c'est bon, je vais calmer ma culpabilité, je peux prendre un peu de temps libre, bouffer, jouer un petit coup. Mais ce qui est sûr, c'est que l'angoisse, c'est un moteur aussi. Enfin, au-delà de rendre malade, c'est aussi un moteur. Mais parfois, je pète aussi un peu un cap parce que je suis tellement stressé que je supporte rien, que je vais me mettre à gueuler sur mon chat ou ma copine. Enfin, juste parce que je suis tellement stressé que j'ai pas eu, selon moi, assez de temps ou ce genre de truc pour terminer ce que je veux faire que je vais m'emporter. Je m'en rends compte et j'essaie de remédier à ça, mais c'est un combat. Et comment tu essaies de redescendre un petit peu en pression? Est-ce que tu as des techniques? Est-ce que tu as quelque chose que tu as pu mettre en place? Ou est-ce que là, pour l'instant, c'est encore c'est en process? Ouais, c'est encore en process, même si j'essaie de m'isoler un peu, histoire de me calmer, d'écrire, de me plonger dans Insta, regarder des trucs un peu cons, tu vois, pour te changer les idées. Ouais, et redescendre, mais parfois c'est tellement fort, tu vois, mélangé à l'hypersensibilité, que du coup ça fait effet cocotte minute et soupe au lait et c'est compliqué de... La moindre chose peut te faire péter un câble, quoi. Parfois, ouais. Okay. Mais au moins c'est quelque chose que tu conscientises. Oui, c'est ça. Parce que t'as des gens qui le conscientisent pas du tout. Ouais, c'est ça qui est... Comment c'est une force quand même. Après, c'est aussi frustrant parce que tu sais comment tu vas réagir, mais tu trouves pas encore de solution pour remédier à ça. Exactement, pour au moins calmer. Et il y a quand même un effet frustrant. Ouais. Mais je le comprends. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est une force parce que j'ai vécu à peu près la même chose que toi, donc voilà. Mais l'épisode n'est pas sur moi. Mais du coup, je comprends que t'as pas encore les clés en main, que t'es encore en train de processer, de trouver un petit peu des solutions pour remédier à ces comportements. Et je comprends tout à fait. Tu parlais du coup de coupure de relation avec ta famille. Est-ce que tu es à l'aise de nous expliquer un petit peu, faire un petit état des lieux d'aujourd'hui, ce qui se passe avec ta famille? Est-ce que... ouais. Alors... Si t'es à l'aise. Sinon, oui. il n'y a pas de souci. Faut juste que je trouve par où commencer. En gros, pour moi, là où il y a eu le max de coupures et où ça a tout, on va dire, diffracté, éclaté la famille, c'était quand j'avais à peu près 9 ans, 10 ans, où ma mère a révélé un secret familial bien hard qu'elle avait gardé très longtemps, quoi. À partir de là, ça a fait 2 clans pour ou contre ma mère. En gros, qui la croit, qui ne la croit pas. Et il y a eu plein de conséquences. Je réfléchis à comment j'amène le truc. Oui, t'inquiète. En gros,
Quand j'étais petit, j'habitais vraiment en face de mes grands-parents, tu vois. Genre vraiment, je traversais la rue, j'étais chez eux, à la campagne et tout. Et quand il y a eu la révélation de ma daronne, ma grand-mère a décidé de faire une tentative de suicide. Ok. Et ça, c'était le lendemain du coup de la révélation. En mode, il n'y a que comme ça que ça va résoudre le problème. Moi, je veux pas que ça bouge. Elle disait qu'elle voulait que tout revienne comme avant, etc. Ouais, tentative de suicide en avalant des somnifères. Ok. Donc, en gros, si tu prends un dosage normal, ça t'endort, mais si tu en prends beaucoup trop, ça fait l'effet inverse. Une sorte d'overdose. Voilà, c'est ça. Du coup, elle l'a fait devant moi et ma sœur. Ouais. J'avais, comme je disais, 9-10 ans. Putain, ouais, ça Et peut être- pareil, ça a été très compliqué d'appeler les pompiers parce que chez les pompiers du coup de ma ville, il y avait des gens de ma famille. Et en gros, fallait pas que ça se sache, tu vois. Donc, oui. fallait appeler, pas appeler. Donc, ma daronne appelait, mon grand-père raccrochait, je veux pas que ça se sache, qu'est-ce qu'on va dire de nous, ça va se répéter, machin. Du coup, ça s'embrouillait juste pour appeler les secours. Et moi, je me rappelle, je comprenais pas trop ce qui se passait, à part que ma grand-mère avait fait un truc de mal et qu'elle allait certainement mourir. J'étais allé, alors je sais pas pourquoi, mais dans sa salle de bain, pour prendre tout ce qui ressemblait à des trucs coupants ou de la crème ou des trucs qu'elle pouvait avaler, tu vois, et à y cacher. Après, les pompiers sont quand même venus, mais elle avait eu le temps de mourir, enfin pas mourir. Enfin, je dis mourir parce qu'elle est morte il y a pas très longtemps, mais enfin voilà. Elle a fait une crise cardiaque en fait dans le camion de pompiers. Et il a fallu la transférer dans un hôpital un peu plus proche, ou enfin bref, avec plus de matos. Donc voilà, donc première grosse rupture. On va dire que là, il y avait juste une de mes grandes tantes maternelles avec qui on parlait, qui croyait, donc ma mère. Vis-à-vis de mon père, je me suis jamais vraiment entendu avec lui, sauf quand j'étais petit, mais genre vraiment petit. Peut-être 4 ans par là, il fallait, on va dire, pour répondre à ses attentes, que je fasse pas de bruit, que je sois tout calme, que je sois un peu fantomatique. Mais du coup, ça a eu des conséquences maintenant où je suis tellement discret et invisible que je suis inhibé plus et que les gens n'aiment pas ça en fait. Et que faut au contraire aller un peu plus vers les autres, être un peu plus réactif, etc. Moi, on me demandait, enfin en tout cas, je l'avais compris comme ça, de faire totalement le contraire. En grandissant, angoisse d'abandon, divorce de mes parents, donc là j'avais près 11 ans. Pour moi, c'est encore un peu flou. Et ça s'est tellement tout chevauché que c'est assez compliqué de tout remettre dans le temps. Donc divorce, et là, j'ai jamais trop essayé de reprendre contact avec lui. On va dire que ça s'est fait via ma sœur, mais bien plus tard, vers quand j'avais 20 ans. Donc j'avais pas reparlé à mon père depuis une dizaine d'années. Et c'est ma sœur qui me boostait parce qu'elle était toujours restée en lien. Ma sœur aînée qui a 3 ans plus que moi, qui organisait les rencontres mais en douce de ma mère parce que ma mère voulait absolument pas qu'on se reparle. Ça a toujours été compliqué. Enfin, il y a vraiment eu une big rupture avec le divorce et l'angoisse d'abandon très très forte. Et là, je me rends compte que pour moi, il a perdu sa légitimité de père, tu vois. Pour moi, il a jamais vraiment eu de fonction paternelle, mais plus de géniteur. Genre vraiment, il a trempé le biscuit, puis basta, et puis il s'est barré, quoi, en gros. Pour moi, c'est vraiment ça. Et il est anti-psycho, anti-santé mentale, voilà, quelqu'un vraiment... faut bosser, pas penser, tout travail mérite salaire, enfin, ce genre de pensée-là. Donc je pense que le fait que je sois en psycho... veut dire pas mal de choses. Ça le fait chier que je fasse des études. Il voulait arrêter de payer une pension alimentaire, du coup, suite au divorce. Il voulait rien donner dès le départ. Moi, j'ai fait la démarche il y a pas très longtemps pour que ça continue, au point de l'emmener au procès pour déjà qu'il continue de me verser les thunes, parce que je vais pas arrêter avant d'être psychologue. Et je pense aussi que c'est une manière pour moi de me dire, frérot, t'as trempé le biscuit, tu vas assumer ta fonction de père, en fait. T'assumes ta vie d'avant, tu t'es barré, mais elle s'arrête pas quand tu l'as décidé, tu vois. Enfin, on est là, on n'a rien demandé avec ma sœur, et du coup, c'est comme ça. Parce qu'entre-temps,
En gros, il est allé voir ailleurs pendant qu'il était avec ma mère. Il s'est marié avec sa maîtresse. Il a pondu une autre, enfin une demi-sœur. En parallèle, enfin en scred ou... La demi-sœur, elle est arrivée un peu après, mais avec ma sœur, on avait perçu déjà petit qu'il était moyennement fidèle. Enfin, c'était hyper bizarre parce qu'on était jeunes et qu'on comprenait rien à ce qui se passait, tu vois, enfin, innocence d'enfant. Mais on sentait que... Intuition. Ouais, voilà, puis que il était pas là en fait, notre père, tu vois. À part pour nous engueuler ou nous humilier, ça, il était là, mais sinon, il était particulièrement absent. Donc ça, niveau parents, avec ma soeur, on continue de se parler. Elle est toujours... Enfin, j'ai quand même pris des distances aussi parce que autant moi, je suis très introverti et un peu inhibé, autant elle est très extravertie. Sur les réseaux, ça y va, quoi. Enfin, genre, elle est attachante en fait, tu vois. Vraiment. Je comprends totalement. Des fois, on m'appelle un peu comme ça. Ouais, Désolé. Non, mais je comprends. Après, mes grands-parents ont quand même pas mal aidé. Enfin, ils ont souvent été là pour moi quand même. Enfin, en tout cas, quand ils étaient fonctionnels, on va dire. Enfin, mon grand-père est à l'EHPAD et c'est assez compliqué. Ma grand-mère est décédée il y a pas très longtemps. Mais en termes de place en fait dans la famille, personne n'est à sa place. Genre, c'est-à-dire que ma grande sœur a pris une place, on va dire, de mère vis-à-vis de moi. Moi, j'ai pris une place de père, parfois un peu amant, style incestuel avec ma mère. Il s'est rien passé, hein. Mais la manière de me parler, de faire, tu vois, c'était... En gros, tu remplaçais un peu la place de ton père en étant comme si tu étais un peu le père qui n'était pas présent et tu prends un peu sa place, quoi. Voilà, ouais. Exactement. C'est plus en termes de fonction qu'en termes de physique, tu vois. Voilà, ma grande tante, donc avec qui on est resté en contact, c'était genre la mère de ma mère. Enfin, tu vois, c'est hyper chamboulé et je retrouve ça tout le temps. Enfin, maintenant que je le sais, que je me rends compte, que ce soit avec les études de psychose que j'ai pu lire ou mon suivi psy, j'arrive pas à me détacher de ça et du coup, c'est très compliqué pour moi de rester en lien parce que je me dis que je risque d'être influencé, de répéter les choses, tu vois, et que du coup, ce soit très compliqué ensuite pour sortir de ça. Je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Mais en gros, là, t'as ressenti, toi, le besoin de poser tes limites en t'éloignant physiquement un peu de tout l'aspect familial. Ouais, c'est ça. Surtout que ma mère était très... C'est bizarre. En fait, c'était à la fois une mère poule et à la fois une mère totalement absente. Genre, en fait, si je devais la résumer, c'est l'imprévisibilité. Où ça la dérangeait pas quand j'étais en pré-ado, genre, de me laisser tout seul pendant plusieurs semaines, à me débrouiller pour manger, etc. Vu qu'il y avait les embrouilles avec mes grands-parents, fallait plus que je leur parle, donc du coup j'étais totalement enfermé dans ma maison, les volets fermés dans le noir. Enfin, tu vois, des choses quand même assez tragiques. Enfin, ça renvoie un peu aux animaux, tu vois. C'est ce qu'on appelle de la négligence, en fait. Exactement. Et encore maintenant, je me dis, mais putain, comment les services sociaux ont fait pour pas s'en rendre compte? Parce que même quand... Enfin, c'était surtout ma sœur. Je crois que j'ai dû le faire aussi, mais genre, tu sais, quand t'es gamin, parfois, on s'agite, genre, tu vois, on va se secouer un peu. T'as l'effet un peu zoomy, là, comme les animaux. Ouais, voilà. Quand certains de mes potes faisaient ça, et ben moi, je me cachais comme ça, genre, je me protégeais, genre, par réflexe. Parce que t'as subi des actes de violence physique ou juste... Ouais. Il y a le mélange de ça, plus... Ouais, non, c'est surtout ça, je crois. Oui. Ah ouais. Oui, c'est vrai, je croyais que je l'avais dit, mais non. Quand j'étais petit, mon grand-père aussi, du coup, s'occupait beaucoup de nous, avec ma sœur. Parce que ma mère bossait, mon père aussi, enfin voilà. Et vu qu'on habitait l'un à côté de l'autre, c'est lui qui venait nous chercher à l'école, etc. Et si on bougeait un peu trop, c'était coup de ceinture ou coup de martinet. De la part de ton grand-père? Ouais. Ah ouais. Et je me rappelle, il se posait toujours sur sa chaise, genre il dormait normal, enfin voilà, grand-père quoi. Mais il détachait sa ceinture
Et il la tenait, enfin là maintenant j'en rigole, mais c'est Oui, plus c'est pas défensif. drôle, quoi. Ouais, il la tenait et il nous disait ouais, si j'entends quoi que ce soit, je me lève et c'est la ceinture quoi. Putain. Et oui, du coup ça arrivait plus d'une fois parce qu'avec frère et sœur quoi, on se chamaille, on fout un peu. C'était bordel. durant que pendant ton enfance ou de ton enfance à ton adolescence, enfin ça a duré combien de temps à peu près ces sévices moraux et physiques? Non, c'était surtout mon enfance. Ok. Ça s'est calmé ça s'est arrêté plutôt quand on avait suffisamment grandi et qu'on pouvait se retourner. Tu vois. Ouais, je vois complètement. Donc, ouais, mais quand on était petit, ouais, c'était ceinture et martinet. Et je me rappelle que avec ma sœur, on essayait de cacher le martinet, enfin de cacher les trucs pour éviter qu'il l'utilise, mais en soi, ça changeait rien. Là où je me dis je blâmais mon grand-père et aussi ma grand-mère, dans le sens où elle était entre guillemets complice parce qu'elle le savait, mais elle disait rien, tu vois. Parce que j'allais te demander justement ta relation avec tes grands-parents. Étant donné que du coup, de ce que je comprends, c'est que tes parents n'étaient pas forcément présents, du coup, ni mentalement, ni physiquement. Il y a eu sévices physiques et moraux, du coup. Il faut appeler un chat un chat. Ouais, mais du coup, j'allais te demander, effectivement, si tes grands-parents avaient pris la place un peu de parents à la place de tes parents, mais du coup, finalement, non, pas du tout, quoi. Bah, en fait, oui et non. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils étaient... malgré ce qui s'est passé, j'arrive même pas à leur en vouloir. Okay. Et j'ai quand même du mal à comprendre pourquoi, encore aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'ils ont été beaucoup plus présents que mes parents, largement. T'as du mal à comprendre pourquoi tu leur en veux pas, alors que potentiellement tu devrais... tu as le droit, quoi. Ouais. Ok. Et j'ai essayé de creuser l'histoire familiale, etc. Et j'ai appris qu'aussi, à l'ancienne, quoi, dans les anciennes générations, ils étaient assez durs. Et que ils répétaient ce qu'ils ont subi aussi. Après, ça n'excuse pas. Ah non, mais totalement, ça n'excuse rien du tout. Mais j'arrive pas à les plaindre, en fait. J'arrive pas à leur en vouloir et j'arrive pas à leur en vouloir. C'est assez bizarre. Et après, par contre, en grandissant, ça a fait un énorme coup à mon grand-père. C'était assez étrange parce que lui, c'était vraiment l'adage de un homme, ça pleure pas. Il montrait jamais rien. Il avait une voix bourrue, tu vois. Genre vraiment. Un vrai mec. Voilà, exactement. Mais pourtant, quand je suis parti à la fac, il a pleuré. Je crois que c'est la première fois que j'ai vu pleurer. Ok. En dehors de trucs vraiment très, très, très tragiques. Mais genre, c'est vraiment quand il y a un truc tragique qui pleure. Sinon, tu le voyais de marbre et voilà. Quand on se revoyait de temps en temps, pareil, il me disait toujours « Salut David », avec les larmes aux yeux et avec une petite voix hyper tremblante, tu vois. Gestion des émotions, nickel. Exactement. Level parfait. Ouais. Et l'histoire du martinet, etc., ma daronne aussi était au courant. Okay. Et elle a pas bougé le petit doigt Elle voyait pas le mal, en fait. Ah ouais. Parce que ça c'était... vu qu'elle aussi, elle avait subi ça, du coup elle se disait, entre guillemets, c'est normal de reproduire ce schéma-là, quoi. Ouais, elle l'a banalisé, genre, et pour elle c'était totalement normal. Elle comprenait pas trop pourquoi on s'en plaignait, tu vois. Et toi tu subissais, et ta sœur aussi, du coup. Ouais. Même la négligence de ta mère qui te laissait pendant des semaines tout seul, ta sœur aussi était avec toi, du coup. Ouais. Ok. Ouais. Et jamais vous appeliez des connaissances ou des gens proches pour dire on est là, on est tout seul. Bah honnêtement, on n'y a même pas pensé parce que je sais pas, soit on était trop jeunes, soit aussi on se disait mais si on en parle, qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Par rapport au secret de famille qu'il faut pas répéter, etc. Les répercussions, t'as peur de subir. Puis les maltraitances, tu vois, genre les services sociaux, c'est typiquement un peu à quoi ils servent, normalement, tu vois. Et aujourd'hui, quand je suis en stage et que j'ai des petits patients, des enfants, qui ont un peu ce même schéma, je me dis, mais putain, j'aurais pu me retrouver là aussi, tu vois. Et du coup, ça fait hyper bizarre de me dire que ça n'a pas été le cas. Après, aujourd'hui, je sais pas si j'aurais voulu, parce que ça aurait été encore plus le dawa, mais j'ai encore des étonnements vis-à-vis de ça, tu vois. Il y a tout un système qui est pas forcément hyper bien cadré, quoi. Ouais.
Bah puis, je pense on a très bien réussi à cacher les choses et que si tu fous pas le bordel en classe, clairement, ils en ont rien à secouer. Enfin, Ouais, puis comme tu disais, t'étais assez discret, donc en fait, t'es un peu le fantôme, t'es un peu inexistant parce qu'on t'a appris à être comme ça. Du coup, tu fais pas de remous. Pareil, à l'inverse, les gens sont pas au courant qu'il faut venir t'aider. Ouais, Ok. ouais, c'est ça. Ah oui, c'est grosse histoire familiale pour le coup. Et là, du coup, ça veut dire que, clairement, aujourd'hui, t'es pas en paix avec ce passé familial-là. Ouais. Est-ce que tu l'es, mais par résilience, ou est-ce que t'as encore un peu, des relents de haine par rapport à ce que t'as subi? Parce que clairement, en fait, si on pose les termes, et ça, c'est toi qui me diras si c'est le cas, mais pour moi, c'est de la maltraitance. C'est complètement de la maltraitance, quoi, physique et morale, en fait. Là, Oui. c'est les deux. Ouais, totalement. Bah, on va dire que j'ai assez ruminé et travaillé dessus pour m'en détacher ou en tout cas me dire ok, je sais que c'est pas normal, j'ai assez subi comme ça. Maintenant, je vais essayer alors, de faire avec, c'est surtout faire avec, de passer outre et me dire que c'est pas ça, enfin, je vais pas me réduire à ça, tu vois. Oui. Genre, c'est pas Ouais, ça je vois complètement ce que tu veux dire. qui me caractérise et basta, quoi. Et c'est grâce à la thérapie notamment, tu as réussi un peu à avancer dans ta vie, ou est-ce que c'est toi personnellement des années de réflexion, d'introspection, etc. Ou est-ce que tu as eu un accompagnement, ou alors un livre, des rencontres qui t'ont aidé? Honnêtement, je pense que sans me jeter de fleurs, j'ai un peu de ressources déjà là, parce que avec le recul, je me dis c'est quand même du costaud, quoi. Carrément. Après, oui, je m'en suis pas sorti tout seul et c'est avec mon suivi psycho où j'ai commencé à comprendre de plus en plus de choses, à m'en détacher de plus en plus, à me dire en fait, si je veux que les choses bougent, c'est pas en me plaignant, c'est pas juste en me réduisant à ce passé familial, ses secrets, etc. Mais c'est en essayant de bouger et de faire de mettre des choses en place, tu vois. Alors ça se fait pas d'un coup de baguette magique, ça demande encore plus d'énergie. Et encore aujourd'hui, j'ai l'impression de me battre contre moi-même parce que chasser le naturel, il revient au galop. Et du coup, parfois, selon les situations de vie, quand t'es en situation de crise ou que t'as un truc qui te secoue pas mal, tu vas dans... C'est plus que secoué là. Voilà, c'est là où tu te réfugies dans ce que tu connais et du coup, faut s'en méfier, il faut essayer de s'en extirper. Et au bout d'un moment, alors tu vas peut-être pas te conditionner, mais en tout cas, le système va se remettre en place, tu vois. Après, oui, en lisant bien sûr les livres de psycho, mais c'est surtout en échangeant avec mon psy et en me posant 50 000 questions, parce que l'un des avantages d'être anxieux, c'est le doute et de réfléchir plus, mais quand se sortir d'une situation un peu chiante, on pense à beaucoup de choses et ça peut aider, l'angoisse, ça peut être un moteur aussi. Après, moi, je tenais juste à rajouter en complément de ce que tu dis que c'est pas forcément qu'une notion de volonté. Parce que du coup, tu as subi des traumas, il faut les accepter, il faut poser les mots, il faut le conscientiser. Mais c'est pas aussi simple de se dire, pour m'en sortir, en fait, il faut que je me sorte les doigts, quoi. Oui. C'est aussi, tu as eu un accompagnement, puis tu as eu des aidants, tu as tout un système derrière qui t'aide aussi à potentiellement avancer sur ces sujets-là, quoi. C'est pas qu'une question de volonté. Juste pour le rappeler à celles et ceux qui nous écoutent. Ah oui, clairement, chacun peut pas encaisser les mêmes choses que quelqu'un d'autre. Chacun a ses limites, pas tous de la même manière et tous non plus le même poids des choses, quoi. Ouais. Tu parlais justement, dû à ces traumatismes, l'aspect anxiété, et que l'anxiété t'a apporté un milliard de questions, que du coup tu développais beaucoup la réflexion. J'imagine que ça aujourd'hui, ça t'aide aussi dans ta vie actuelle, ça peut être une force aussi, une qualité entre guillemets si on peut dire ça. Du coup, est-ce que le fait de réfléchir un peu plus, d'être peut-être un peu plus clairvoyant sur certains aspects relationnels, que ça te permet de détecter un petit peu des dynamiques toxiques, tu vois, de prévenir en amont, là je sens que ça va pas être ouf, donc je vais pas trop y aller parce que j'ai déjà connu ça. De plus en plus, même si... on va dire qu'il y a des choses qui ont été plus faciles à repérer que d'autres. Plus gros, les plus malsains,
on va dire, que j'en découvre encore petit à petit. Et Ok. que, De ton entourage proche? oui, bah dans mes liens aux autres, en fait, tu vois. Ah oui, ok. Enfin, pour te donner un exemple, dans tout ce qui est de la passion amoureuse, Mhm. on était tellement collés l'un à l'autre par angoisse d'abandon que au final ça finissait mal. Enfin, Ouais, c'était tu une deviens relation fusionnel et toxique. C'est ça, ouais. ça rentre dans un truc un peu malsain, quoi. Du coup, c'est une relation toxique où on a de grosses difficultés à se séparer. Mhm. Et c'est je t'aime moi non plus. Bah voilà, après ça résonne avec ce qu'on connaît des parents, etc. Enfin, et ça, je commence enfin à m'en détacher et à me dire ah, ça ressemble un peu trop à la toxicité, les trucs bizarres et du coup à beaucoup en discuter, simplement poser les choses et prendre de la distance en fait. Mhm. Mais du coup ça demande pas mal d'énergie. Ouais, bah, j'imagine. Du coup, le fait de pouvoir détecter un petit peu en amont des relations amicales, amoureuses que tu peux avoir, ces failles-là qui découlent de ton enfance, de tes traumas, est-ce que ça t'a aussi appris à mieux accepter les failles chez les autres ou est-ce que c'est un truc vraiment... Parce que tu sais, quand t'as subi un trauma, des fois, t'as des gens qui subissent les mêmes traumas ou qui subissent la même chose, mais du coup, c'est un peu... T'es un peu en mode, ouais, un peu recul, tu vois, j'ai pas trop envie de retourner dans ce truc-là. Et t'es pas trop dans l'acceptation de ça, ce qui est totalement ok aussi. Bah, en soi, c'est pas vraiment dans le vécu, c'est plus la manière dont il va le gérer. Ok. C'est-à-dire que les personnes qui ont à peu près les mêmes traumas que moi, qui essaient de s'en sortir, qui vont se poser des questions, qui vont puiser dans leurs ressources, ça va être ok, ça va pas être trop énergivore. Par contre, ceux, on va dire, qui se déversent énormément sur les autres et qui vont utiliser les autres un peu comme des objets ou en tout cas qui vont pas réussir à se débrouiller un minimum tout seul, ceux-là, je m'en écarte énormément parce que déjà, c'est énergivore plus. Je vais vouloir les aider. T'as pas envie de retomber dans le syndrome du sauveur Exactement, et du coup, ceux-là, non. Et aussi, il y en a beaucoup qui m'agacent. Enfin, le fait de se décharger sur les autres et du coup, c'est toi qui es angoissé, tu vois. Comme si ils te contaminaient avec leur stress. Déjà, t'es assez stressé. En plus, ils en rajoutent. Eux, après, ils vont mieux et voilà. Mais du coup, ça fait un cercle vicieux et il n'y a rien qui change. Il y a juste toi qui es là, qui devient une boule de nerfs, tu vois, une boule de stress et tu dois te débrouiller pour te calmer tout seul. Ouais, t'es un peu une éponge émotionnelle. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, ouais, ça va juste dépendre de la manière de faire, en fait. Ouais. Et est-ce que ça t'affecte plus ou moins différemment selon le degré de relation que tu as avec la personne? Parce que quelqu'un que tu connais depuis 10 ans, avec qui tu es assez proche, et quelqu'un que tu viens de rencontrer, j'imagine que la manière d'aborder un peu ce sujet-là, elle n'est pas la même, parce qu'on a tous des moments de down, on a tous des moments où on est un peu plus joyeux, etc., où ça va mieux. On a quand même, je pense qu'on a tous envie d'avoir quelqu'un avec qui on peut dire, bon bah là ça va pas trop, sans pour autant être dans un truc de mur des lamentations, quoi. Ouais, généralement, moi j'attends un peu quand même. Enfin, bien sûr, je vais appréhender l'autre assez rapidement, mais les sujets un peu deep, je vais attendre un peu. Déjà par rapport à ma méfiance, mais aussi parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise de parler de ça. Ouais. Tout dépend aussi à quelle place l'autre va me mettre et va se mettre aussi. Parce que, bon là pour le coup c'est surtout en lien avec la psycho, mais on peut souvent me mettre en mode psychologue gratuit, tu vois. Et du coup, à bout les conseils, à bout les solutions, non déjà, même si ça se paye. Et en plus de ça, moi je suis là en tant qu'ami, tu vois. Donc, du coup, flemme. Enfin, je veux dire, je veux bien t'aider à appréhender la situation et te faire un peu réfléchir, etc. Mais je veux dire, c'est pas moi qui vais régler tes problèmes. Ouais. Après, voilà, en soi, si je m'entends bien avec la personne, honnêtement, je la prends comme elle est et puis... Oui, voilà. puis après, chacun n'a pas les mêmes ressources. Ouais. T'es plus ou moins à l'aise à parler de certains sujets, t'as pas les mêmes ressources. Il y en a qui. La thérapie, c'est encore un peu touchy. Enfin, tout le monde n'est pas hyper ouvert au sujet. Oui, exactement. Et moi, du coup, ça me fait penser à une question qui est sûrement très con. Mais c'est est-ce que quand tu rencontres quelqu'un, Ouais. société, enfin des nouveaux potes ou amoureuses, etc. Ouais. Est-ce que, comme tu as un historique de psy, tu étudies la psychologie, est-ce que il y a toujours cette question, on se pose un peu de est-ce que tu analyses la personne qui est en face de toi ou pas Question sûrement très con. Hein. Non. C'est une question que je pense que beaucoup de gens se posent. Alors, honnêtement, oui et non. Genre des formations professionnelles ou pas du tout? Alors, moi, de mon côté, un petit peu, mais c'est pour me rassurer. Comment dire ça?
on va dire un petit peu pour me rassurer, mais on s'en détache rapidement parce que... T'es pas dans un cabinet, quoi. Voilà, Donc, c'est ça. Puis sinon, on passerait notre temps à faire ça et Oui. on perdrait la boule, quoi. Enfin, honnêtement, ça demande quand même pas mal d'énergie, puis enfin, flemme. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est comme, je sais pas, les cuistots, ou, enfin, j'ai un pote qui est cuistot, c'est pour ça que je prends cet exemple-là, où je lui ai demandé plein de fois de me faire des plats, il me fait, bah, flemme, en fait, t'as qu'à te démerder, parce que il a pas envie de se casser le cul à le faire, parce que c'est son métier, tu vois. En toute bienveillance, bien sûr. Voilà, oui. Il pose ses limites et puis bah ça, bah, nous c'est pareil. Après quoi, des trucs hyper flagrants, enfin oui, on va faire des liens et puis. Oui, sinon de prime abord, non, pas spécialement, quoi. Non, T'es pas dans l'analyse perpétuelle. Non. Ok, très bien. Écoute, c'était assez complet. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui grandit actuellement, peut-être qui nous écoute, ou qui a grandi dans une famille dysfonctionnelle comme toi, tu as pu le vivre? Honnêtement, penser par lui-même déjà. Dans le sens que c'est pas parce que quelqu'un de sa famille lui dit telle chose que c'est forcément vrai. Et que quand ça va pas, faut pas hésiter non plus à en parler, tout simplement, à quelqu'un d'extérieur, parce que parfois quand on est trop dedans, en fait, trop dans un système, trop dans une situation, on va pas se rendre compte de certaines choses qui sont pourtant hyper évidentes. Essayer de trouver quelqu'un de confiance et pas hésiter. Ton conseil, c'est vraiment de partager, de s'ouvrir, de le verbaliser, quoi. Oui, c'est ça. Auprès d'un professionnel de santé, psychologue ou autre, ou même auprès de ami potes. ou, Ok, de pas rester dans son coin. Oui, exactement, ne pas s'isoler. Parce que c'est ça où ça donne le plus de drame. Et toi, c'est quelque chose que tu appliques du coup aujourd'hui à ta vie actuelle, du coup. Que j'essaie d'appliquer. Non, bah après, c'est tout un process. Hein. Mais oui, parce qu'on est un peu dans l'adage du c'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé, tu vois. Bien sûr, ce serait pas drôle sinon. Ouais. Donc, ne pas s'isoler. De pas hésiter à demander de l'aide quand on en a besoin, quoi. Oui, vraiment, c'est hyper important. Oui. Merci David. Pour finir sur une note plus légère, je te propose de répondre à quelques questions avec la rubrique toujours bancale, jamais banale. Le concept, c'est que je te pose une série de questions rapides et décalées, histoire d'en connaître un peu plus sur tes travers. Ok. Si tu devais vivre le reste de ta vie dans un épisode de Friends ou une série préférée, quel personnage tu serais et pourquoi? Chandler dans Friends. Ok. Honnêtement, parce que je pense qu'il faut réussir à se marrer de beaucoup de choses et en fait à se détacher des choses avec humour, et vaut mieux en rire qu'en pleurer, quoi. Ouais. Après, on peut pas rire de tout avec n'importe qui, mais en tout cas on peut rire de beaucoup de choses, et même, je sais pas, j'aime bien sa personnalité dans Friends, en tout cas. J'ai vu un documentaire sur Matthew Perry, l'acteur. Ouais. Ça m'a chamboulé. J'étais pas bien. Il était ça m'a mélancolie. Ah laisse tomber. Je suis parti dans un trip. Laisse tomber, quoi. Mais non, ok, Chandler, ok. Très cool. Si tu devais créer un personnage de RPG basé sur ta personnalité, donc RPG, si tu peux rappeler la définition, David. Non. Ok. RPG, en gros, c'est un jeu de rôle. Donc en ligne ou enfin voilà. Ah, mais je crois que tu parlais de l'anagramme, genre. Roleplay, gaming, quoi. Ouais, parce que oui, c'est. Mais si tu devais créer un personnage de RPG basé sur ta personnalité, ce serait quoi tes stats? En gros, est-ce que tu serais 10%, je sais pas, timidité, 20%, je sais pas, résilient, tu vois, un peu ce genre de stats là. En termes de personnalité, genre? Ouais. Enfin, que personnalité, pas pouvoir. Non. Ouais, si tu veux, pouvoir. Hein. Pourquoi pas? Je sais pas, en vrai. Là, actuellement, introversion, peut-être un bon 70%. Enfin, ok. Je suis encore pas mal introverti, et ça me demande pas mal d'efforts. Ok. Humour, 80%, parce que j'aime bien me marrer un peu de surtout et n'importe quoi. En termes d'émotion, 60%, on va dire. Quand je dis émotion, je veux dire que j'exprime plutôt bien mes émotions, même si parfois c'est compliqué de ressentir les choses. En termes, je sais pas si on peut parler d'intelligence, mais genre tout ce qui est curiosité, tout ça, on peut dire que t'es brillant, quoi. Brillant, peut-être pas, 1000%. ouais, enfin, plutôt pas mal, 80% aussi. Alors, peut-être pas l'intelligence, mais... T'es loin d'être con, quoi. C'est ça que tu veux dire. Oui, voilà. Enfin, je me rends compte de certaines choses. Après, j'ai mes quarts d'heure débiles, mais... Non.
dire que j'essaie de me dépatouiller. Si tu devais vivre dans un univers de jeux vidéo, ce serait lequel? Ah. Vu qu'on parlait de jeux vidéo en tout Ouais. début d'épisode. En vrai, il y en a plein. Ouais. Mais là, si tu devais choisir par exemple un univers de jeux vidéo où là tu te dis vraiment, moi je peux vivre tous les jours sans problème. Ouais. Alors j'essaie de pas être influencé par les animes que je regarde. Parce Ok. qu'il y en a, il y en a un, c'est Konosuba, je sais pas si tu connais. Non, pas du tout. Honnêtement, je te le conseille. C'est bon, un peu pervers, mais c'est marrant. Les deux termes dans la même phrase. C'est un peu pervers, mais c'est drôle. Ouais. Ok. En vrai, un jeu vidéo, peut-être Yu-Gi-Oh! Ah ouais? Ouais. Ok. Parce que ça me fait rire que le sort du monde défende un jeu de cartes. tu Ouais, vois. ok. Genre, ça Ouais. me tue. Un peu ironique, ouais. Ouais, je pense Yu-Gi-Oh! Ok. Moi, je m'attendais pas forcément à Ah cet bon univers-là, mais ouais, ok. Bah, Non, mais sinon, moi après, j'ai adoré aussi Yu-Gi-Oh! Après, Plus jeune. Après, il y a plus Ils ces vivent trucs. dans l'univers. Ouais. Non? Ouais, non, bah, écoute, non, mais très bien, Mm. hyper intéressant. Quel est le bruit ou le son qui te fait instantanément perdre ton calme? Par exemple, quelqu'un qui mâche bruyamment, ou une alarme de réveil, ou un klaxon de voiture. Ah ouais, les gens qui mâchent. Ah ouais, t'as Un regardé peu ça, fort. l'ASMR, Ouais, etc. Ah non, j'ai envie de Ouais. tuer tout le monde. J'ai envie de faire du bruit exprès Genre- pour te faire Ah non, chier. c'est trop chiant. Ou alors, l'absence de bruit, genre le yoga, la méditation, ça me rend zinzin. Ah. Genre vraiment. Quand c'est trop bruyant, ça te saoule, et quand c'est un calme plat aussi, c'est trop. Ouais, Ok. ouais. Est-ce que t'es adepte des bruits sourds? Tu sais, des gens qui mettent ça pour dormir, etc. Genre les bruits de pluie ou de vent, etc. La pluie, j'aime bien. Ça dépend de beaucoup de choses. Enfin, après, j'ai pas trop de difficultés à m'endormir. Ok. Mais c'est juste, ça dépend de l'ambiance. Ok. Une anecdote sur ton pire date? Sur mon Si pire t'en as date. une. Ouais. Bien sûr. En gros, c'était via Tinder et la meuf parlait que d'avion. Parce qu'elle bossait dans ce domaine-là ou Ouais, elle bossait, elle était, je sais plus, elle était pas pilote. hôtesse Elle de est l'air? formatrice, je crois. Ok. Genre un truc du genre. Et la meuf, elle parlait que d'avion, mais genre vraiment tout le temps d'avion. Elle t'a fait une présentation PowerPoint et elle t'a expliqué. Bah pas loin, tu vois. Ok. Et peu importe le sujet que je ramenais, je sais pas, on était dans un café, on avait commandé tous les deux un café et c'était le genre avoir un avion dans le café, tu vois. Genre la Ah forme, oui, ok. tu vois. Ouais. C'était- Vraiment passionné, quoi. Ouais, voilà. Passionné plus. Alors, c'est bien, mais c'est chiant. On peut parler d'autre chose, merde. Ok. Quel est le trait de caractère que tu détestes chez les autres mais que tu as aussi? Très bonne question. Mhm. Chez les autres, mais que j'ai aussi. Ça va prendre un peu de temps par contre. Oui, pas de souci. Parce que souvent on a cet adage-là de, tu vois, ce que t'aimes pas chez quelqu'un, c'est souvent Ouais. des choses que toi-même t'as mais que t'aimes pas du tout, quoi. Ouais. Ne pas forcément dire ce qu'il ou elle pense. Manque de Genre, communication, non dit. Ouais, genre tu vois qu'il y a un souci, Mhm. mais la personne va bien le garder, Mhm. va pas te mettre sur la piste ou quoi, et c'est à toi de faire le premier pas. tu C'est à vois. toi d'être inspecteur, jeu d'enquête, quoi. Ouais, et même malgré ça, faut creuser encore, tu vois ce que je veux Ok. dire? Moi, je suis vraiment- pareil. Ah, je Et- déteste les non-dits. Oh là là, Ouais, bah, laisse tomber. du coup, je le fais un peu moins, mais je le fais encore de temps en temps. En fait, ça dépend un peu de mon mood. tu Ouais. vois. Genre, si tu me fais chier, genre, clairement, je vais pas vouloir te dire ce qui va pas. Mais si j'arrive à me calmer et à prendre sur moi, bah là, je vais dire les choses, mais ce sera plus ou moins brut. Tu fais un vomi verbal, quoi. Je te gère tout à la gueule. Ok, C'est bon. hyper intéressant. Quelle est la pire excuse que tu aies inventée pour éviter une situation sociale? Pire excuse, je sais pas, je devais aller récup mon chat, je crois. Chercher le veto, je sais pas où. T'as sorti cette excuse-là pour éviter Ouais, un rendez-vous, un... ouais. Ok. Ouais. C'est passé? Ouais, c'est passé, ok. ouais. Maintenant, Bon, j'ai bah des écoute, c'est le plus nouvelles. important. Et enfin, si tu devais vivre sans un sens, exemple la vue, l'ouïe, l'odorat, lequel tu sacrifierais? Je pense l'odorat, parce que... Parce que j'ai déjà eu Covid. Non, même pas ça, parce que j'ai un odorat pas mal développé et du coup je sens des odeurs, enfin genre chien de chasse, tu vois, et parfois c'est vraiment chiant quand, quand les gens puent, Ah ouais, c'est putain, ça vraiment doit être un chiant. enfer. Ouais, bah anecdote crade, Oula. en gros l'an dernier j'étais en coloc et mon coloc était chez sa meuf la veille au soir, enfin voilà, il revient dans la matinée. Il passe vers moi, j'ai pu sentir qu'il s'était pas lavé et qu'il avait couché avec sa meuf. Parce que j'ai eu un relent de sperme, en fait, dans les narines. Waouh, ok. Voilà. Ah oui, c'est odorat. Toi, tu pourrais être un nez, quoi. Oui, ouais, clairement, ouais. Ah ouais. Genre, ouais.
Donc, Ouais, incroyable. Ok. c'est chiant. Oh, c'est ouf. Pour conclure l'épisode, si tu avais le choix, pour quelle raison tu aimerais qu'on se rappelle de toi? Honnêtement, il y a le choix ou pas pour plus. Carrément. Peut-être ma gentillesse. Enfin, ouais, ma gentillesse ou mon humour glauque. Parce Ok. que, enfin, voilà. Ou les deux. Ok. Et les 2-3 mots-clés que tu retiens de notre échange d'aujourd'hui? Salade de thon. Tout à fait. Non, en vrai, chaleureux, cool, plutôt. Et le dernier, banane, parce que j'ai une banane en face là, depuis tout à Histoire de l'heure. combler. Non, mais t'inquiète, c'est juste pour avoir un peu Ouais. une idée. Toute dernière question, est-ce que Ouais. tu as une reco, musique, artiste, œuvre à recommander aux auditeuristes? Alors, c'est assez connu, mais les Resident Evil, honnêtement. Ah ouais, ils sont Ouais, trop bien. ils sont vraiment bien, je recommande. Là, Ouais. Village? ouais, je suis en plein dedans. Ok. Voilà, et honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Il y en a un Et, nouveau qui doit sortir après Village, ou Village c'est le dernier? Je sais plus, à chaque fois je mélange. Bah, Village, c'est le dernier, ils vont en sortir un autre là, Ouais, dans c'est pas ça. longtemps. Ouais. Ok. Donc, c'est connu, mais honnêtement, je recommande Ouais, bien. franchement, Ouais. c'est trop bien. Très bien. Donc, jeux vidéo. Ok. Merci David d'avoir participé au podcast. J'espère que ça t'a plu quand même. Oui, C'était merci des sujets de- assez lourds. Merci de l'invitation. Bah, je t'en prie, avec plaisir. Si cet épisode vous a plu, ému, fait sourire ou juste fait du bien, n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast. Parlez-en autour de vous, partagez si vous le voulez. Merci encore d'avoir accordé un peu de votre temps. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux Insta, TikTok, Threads, Spotify, @ le club des imparfaits. D'ici là, n'oubliez pas, on rate, on rit, on recommence. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.